Donc j'ai fini la session de la matinée et puis je rattaque la session de l'après-midi. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de monopoliser la place. Euh, Quand on m'a demandé de préparer l'exposé sur le stockage géologique, je ne savais pas trop par où l'attraper. Et comme j'ai réalisé qu'il y avait plein de sessions, enfin de présentations très techniques après, je vais en profiter pour rester très général. Alors, en guise d'introduction, le GIEC vient de sortir son dernier rapport. Bon, je ne sais pas qui l'a lu ici, moi je n'ai pas eu de grandes surprises dans ce nouveau rapport. Les conclusions déjà acquises ont été renforcées. Ce qui en ressort en particulier, c'est que cet objectif de limitation de l'augmentation de la température à 2 degrés est réaffirmée. Et ce qui va m'intéresser pour la suite de l'exposé, elle est donc pour assurer cette limitation à 2 degrés, enfin limiter en dessous de 2 degrés, eh bien, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici à 2005 par rapport aux émissions de 2010. 2 degrés, ce sont les engagements qui ont été pris à Copenhague également en 2009. Et si je regarde les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, cette augmentation de 2 degrés, donc c'est le scénario d'EDS qui est proactif, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le captage, donc dans les scénarios prospectifs de l'Agence internationale de l'énergie, le captage doit représenter, grosso modo, 1/6 de l'effort de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, si on regarde l'historique récente de la technologie de captage-stockage de CO2, les signaux ne sont pas extrêmement positifs aujourd'hui, ils ne sont pas encourageants. Les signaux économiques, en tout cas, sont tous négatifs, mais l'Agence internationale de l'énergie continue à croire à cette technologie. Alors, 1/6 des émissions, ça représente à peu près 1 milliard de tonnes de CO2 par an. Alors, on va faire un petit calcul pour commencer. Alors, j'ai pris par exemple une centrale à charbon, la centrale du Havre, donc c'est la plus grosse centrale de France, je crois. La centrale du Havre, 1,4 gigawatts, elle produit 3 millions de tonnes de CO2 par an. Alors 3 millions de tonnes de CO2 par an, il faut en faire quelque chose. Et donc je transforme ça en volume. Et alors à pression atmosphérique avec une densité qui est de l'ordre de, enfin la même que l'air, 1 gramme par litre, on arrive sur 3 milliards de mètres cubes de CO2 par an. Et c'est là que les calculs deviennent rigolos. Je transforme ça en quelque chose que je sais faire. Donc je sais faire des stockages ici dans des bulles. C'est le stockage de gaz en surface à pression atmosphérique. C'est des bulles qui font 10-20 mètres de rayon, de diamètre. Il m'en faut 300 000 bulles comme ça. Ou alors, pour être encore plus rigolo, 120 000 zeppelins. Je n'ai pas l'habitude de parler en zeppelin, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu parlant. Alors évidemment, ça c'est à pression atmosphérique, donc c'est pas quand même la meilleure méthode pour stocker quelque chose de volumineux. Donc on peut essayer de faire un petit peu mieux. Si je me mets à moins 20 degrés, le CO2 devient liquide et à ce moment-là, je divise par 1000 le volume. Et alors je ne l'ai pas mis en zeppelin parce que les zeppelins ne contiennent pas des gaz liquéfiés, mais j'ai mis ça dans des méthaniers, il m'en faut 19 par an. Et ça c'est uniquement pour une centrale. Alors d'un point de vue capacité de stockage, c'est quand même pas génial, d'où l'alternative de stocker ça dans le sous-sol. Alors je refais mon petit calcul et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets mon CO2 ici à 2000 mètres de profondeur? On a des formations géologiques sous Paris qui marchent très très bien à 2000 mètres de profondeur. Donc je prends les conditions qu'on a à cet endroit-là en pression, température, vous les avez ici. La densité du CO2 dans ces conditions, elle est aux alentours de 0,6, donc ça commence à devenir quelque chose de sérieux. Enfin, on est proche de celle de l'eau. Et puis j'ai repris mes émissions de la centrale du Havre. Je ne suis pas sûr qu'on va transporter le CO2 jusqu'à Paris, mais peu importe. Et puis là, je l'ai multiplié par 40 ans de production, grosso modo, la durée de vie d'une centrale. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Alors c'est un calcul comptable, hein, ce n'est pas une réalité physique.
Mais si je remplaçais tout le volume poreux, enfin si je remplissais tout le volume poreux autour de mon puits avec du CO2, j'obtiendrais une galette ici qui fait 200 mètres d'épaisseur, l'épaisseur de la couche, et 2 km de rayon. Bon, les conclusions que je veux tirer de ça, c'est un machin qui fait 200 mètres de haut et 2 km de rayon, je ne sais pas le construire. Et si le milieu souterrain est capable de nous le donner, ben on aurait bien tort de s'en priver. Donc une première conclusion rapide dans cette introduction, c'est que les volumes de stockage offerts par le milieu géologique sont quand même très intéressants. Un autre intérêt des stockages géologiques, alors je vais reprendre quelques images, j'ai plus le zeppelin ici. J'ai mis ici une échelle de temps grossière. Alors vous reconnaissez quelques petites choses par ici. Les pyramides, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 4500 ans. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on sait construire des choses qui durent assez longtemps. Alors évidemment, on l'a construit il est plus en très bon état. Et puis même celui-ci, là, il a 1000 ans, mais Viollet-le-Duc est repassé par derrière. On sait quand même construire des choses qui durent un petit peu, sauf que ce n'est pas du tout adapté aux périodes de temps qui nous intéressent. Alors pour le CO2, ce n'est même pas la peine d'en parler, on a dit qu'on ne savait pas construire quelque chose d'assez grand, mais bon, les échelles de temps pour le CO2, c'est 5000 à 10 000 ans. Pour le stockage des déchets radioactifs, on est en train de parler de 100 000 à 1 million d'années. Alors évidemment, ça ne rentre pas sur cette échelle-là, donc je l'ai reproduite en dessous. Voilà l'échelle, donc les pyramides sont ici. Et puis si je vais un tout petit peu plus loin, vous avez ici la dernière glaciation, hein, donc c'est l'époque où on peignait dans les cavernes. L'extinction de Néandertal, et puis il y a 100 000 ans, donc le symétrique ici, nous étions Homo erectus. Des milieux géologiques qui ont tenu sur 100 000 ans, 1 million d'années ou plus, on en connaît plein. Si je prends les réservoirs pétroliers, ils sont là depuis 30 millions d'années, 60 millions d'années sans souci. Donc cette échéance de 100 000 ans qui est complètement hors norme pour les civilisations humaines, d'un point de vue géologique, c'est quelque chose qui est familier. Donc deuxième conclusion intéressante pour les stockages géologiques, ils sont intéressants pour le volume qu'ils nous offrent, et ils sont intéressants aussi pour les durées qu'on est susceptible pendant lesquelles on est susceptible de les solliciter. Alors après cette petite introduction, je vais m'intéresser à deux types de stockage, donc stockage CO2, stockage de déchets radioactifs. Pour moi, ils sont dans la même classe, ce sont des stockages à long terme, donc on vient un jour, on met quelque chose quelque part, et puis on espère, ou on va faire en sorte que la perturbation qu'on a apportée aujourd'hui, elle ne va pas dégrader le milieu pendant un certain temps. Et puis on verra qu'on est en train de se diriger vers de nouveaux usages du stockage géologique dans lequel on va revenir périodiquement perturber le milieu, ce qui posera d'autres questions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique d'un stockage de déchets radioactifs ou de stockage de CO2, puisqu'on a deux exposés techniques sur le sujet. Je vais simplement essayer de mettre une espèce d'échelle, de choses à regarder pendant la vie de ces stockages. Alors, pour les stockages, j'ai repéré trois étapes technologiques intéressantes. Une étape de caractérisation, une étape pendant laquelle le milieu doit évoluer, il faut qu'on comprenne cette évolution, et puis une étape de vérification. Toutes ces étapes sont liées à des points opérationnels. Donc la caractérisation va intervenir à la fois pendant la recherche de sites et puis la qualification des sites. L'évolution va aller jusqu'à l'époque des opérations, et la vérification va intervenir dès les opérations et continuer bien évidemment après la fermeture. Alors, au moment de la caractérisation, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin, premièrement, de rechercher ce site. Le site, les propriétés même du site, l'endroit où on va chercher ce site, sont guidées
déjà par la matière qu'on veut stocker. Si on veut stocker du CO2, ben, on sait déjà que la profondeur doit être supérieure à 1000 mètres pour assurer que le CO2 est sous forme supercritique, par exemple. Pour le stockage des déchets radioactifs, eh ben, on va se mettre dans une formation qui est imperméable. Dès la période de recherche de site, on va commencer à analyser les propriétés du site. Et alors, cette analyse, elle va être guidée par les objectifs qu'on recherche pour notre site. Donc, typiquement, des choses qui vont être fondamentales, ça va être la mesure de la perméabilité. Alors, on va avoir besoin d'un volume, on va avoir besoin des propriétés du milieu. Et donc, la mesure à cet endroit-là va être fondamentale, y compris des mesures qui peuvent être compliquées. Mesurer la perméabilité d'un machin qui n'est pas perméable, c'est un peu antinomique, sauf que ce qui est imperméable à notre échelle ben, est faiblement perméable en pratique sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Au fur et à mesure que ces propriétés vont arriver, ça va nous permettre également de commencer à préparer le design du milieu. Et ce design va être complètement dépendant aussi de l'analyse de l'évolution du système, sur lequel je reviens dans un instant. Par ailleurs, un point qui est fondamental et sur lequel, malheureusement, dans les opérations historiques, on est souvent très très faible, c'est l'établissement d'une ligne de base. Aujourd'hui, quand on fait une opération industrielle, on est fatalement obligé de démontrer l'innocuité environnementale de notre installation ou de valider notre concept. Et c'est quand même beaucoup plus facile de dire ce que j'ai fait ici, c'est propre, si je peux le comparer à l'état d'avant, plutôt que de dire regardez ce que j'ai fait ici, c'est propre. Ce machin-là, c'est sale, mais c'est parce que c'était sale avant. Ah bon, c'était sale avant? Mais pourquoi? Ben, je ne peux pas vous le dire, mais... croyez-moi, c'était vrai. Donc, avoir l'établissement de cette ligne de base, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous défendre par derrière ou d'une autre manière, de déconvoluer un système pour dire bah, ce que j'observe, c'est effectivement le résultat d'une perturbation et pas le résultat d'une variation naturelle du milieu. Alors, ça peut paraître anodin. Établir une ligne de base, bah, il suffit de venir, de regarder qu'est-ce qu'on a et puis c'est terminé. Bah, non, pas du tout. Établir une ligne de base, ça veut dire que déjà il faut qu'on établisse quel est le signal qu'on a envie de regarder. Et puis une fois qu'on a déterminé ce signal, comment je vais le mesurer et plus exactement quel va être mon échantillonnage, quel est l'échantillonnage optimal à la fois en espace et en temps. Pour la phase d'évolution du stockage, j'ai retenu ici trois problèmes intéressants. D'une part, l'évolution normale, j'ai appelé ça panache en pensant au CO2, mais on peut dire évolution normale du milieu. Tout ceci va bien sûr dépendre des conditions du dépôt. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthodologie à cet endroit-là? Il va falloir comprendre les mécanismes d'évolution, que ce soit les processus d'écoulement, les processus de transport, les interactions chimiques dans un milieu qui vont mobiliser ou pas un certain nombre d'éléments ou au contraire les stabiliser. Autre propriété fondamentale, puisqu'on est en train de dire qu'on veut se débarrasser d'un déchet et qu'il doit rester à un endroit donné, c'est la capacité des barrières de confinement de durer dans le temps. Donc on a dit tout à l'heure, je ne sais pas assurer une barrière de confinement assez grande et qui dure assez longtemps si je construis quelque chose, mais si je le mets sous terre, on peut espérer que ça marche. Et pour faire ça, pareil, il va falloir comprendre un certain nombre d'interactions, des interactions chimiques. Alors, au moment où je fais ma perturbation, je vais introduire de nouvelles interfaces dans le milieu. Alors si je pense au stockage des déchets radioactifs, on a la roche haute, mais on va injecter là-dedans plein de ciment avec des propriétés basiques. On va injecter le colis lui-même, etc. Si c'est du CO2, on va apporter un gaz réactif qui n'a qu'une envie, c'est de réagir avec le milieu, que ce soit le CO2 lui-même ou les impuretés qui sont dans le CO2.
Et puis on va aussi avoir une contrainte mécanique qui est apportée dans le milieu. Je ne sais pas si pour les déchets radioactifs, vous avez prévu de parler de l'azote endommagé autour du milieu. Quand j'injecte du CO2 dans un milieu, je modifie l'état la densité des fluides dans le gisement, et donc je vais modifier les états de contrainte également. Et puis l'hydrologie dans le gisement, et idéalement jusqu'aux exutoires pour vérifier qu'on n'a pas de pollution à ces endroits-là. Et puis bien sûr, malheureusement, tout ceci est couplé, ce qui ne va pas faciliter la compréhension des mécanismes. Alors pourquoi je suis obligé de comprendre ces mécanismes? Est-ce qu'il ne suffit pas de les observer et de les décrire? Parce que je dois faire une démonstration de la capacité de ces ouvrages sur le très long terme, et pour faire cette démonstration, il faut que je fasse un changement d'échelle, à la fois en temps et en espace. Tout ce que je peux faire ici en observation, je vais pouvoir le faire sur l'échelle de quelques années, dans le meilleur des cas. J'ai l'habitude de dire que l'échelle d'observation d'une expérience, c'est 3 ans, c'est la durée d'une thèse. Il y a des expériences qui durent un peu plus longtemps, mais guère plus. Pour faire notre changement d'échelle en temps et en espace, on va devoir se baser largement sur des simulations numériques. Et pour qu'on ait une certaine confiance dans la capacité prédictive de ces simulations numériques, il faut qu'elles s'appuient sur des processus. Après la phase d'évolution, il y aura la phase de vérification. Et cette phase de vérification, on va d'abord vérifier que l'évolution du système est conforme à nos prédictions. Je vous ai dit, dès la période ici, on doit faire des estimations de l'évolution du système. Idéalement, ces estimations, elles doivent être vérifiées, juste dès le début. Ça me facilitera quand même la vie au moment où je vais dire au régulateur local, j'ai envie d'abandonner mon système. Voilà la preuve que le système va bien se comporter. Et puis, je peux même vous le prouver, je l'avais prévu il y a 10 ans, et puis aujourd'hui, ça s'est comporté comme je l'avais prévu pendant ces 10 premières années. Donc, vous pouvez me faire confiance pour les 50 années qui suivent, ou le million d'années. La démonstration est un peu raccourcie, mais on est quand même beaucoup plus confortable à dire ça s'est bien passé ça s'est passé comme prévu pendant 10 ans, donc faites-moi confiance pour la suite, plutôt que j'avais prévu un truc, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais faites-moi confiance aussi pour la suite. Normalement, on a du mal il faut beaucoup de persuasion pour réussir à convaincre les gens dans ces cas-là. En pratique, j'imagine plutôt un processus itératif. Je fais une prédiction, je vérifie que je ne suis pas trop mauvais par rapport à ma prédiction, je réajuste. Et à partir de ce moment-là, si j'ai eu besoin de faire un réajustement, le régulateur va me demander d'augmenter ma période d'observation avant que j'ai le droit de fermer mon installation. Et puis quand je dis vérification de la conformité de mon stockage par rapport aux simulations, ça veut dire que j'arrive à observer mon stockage ou l'évolution de mon stockage. Et donc, j'ai besoin de certaines méthodes qui me permettent de le regarder en direct. Alors, on a déjà parlé de méthodes sismiques qui vont permettre, par exemple, de suivre le panache de CO2 dans le réservoir. Il y a des méthodes géophysiques d'un côté, les méthodes chimiques de l'autre. Dans tout ça, ce qui est important, c'est de trouver des observables qui soient à la fois précis, et qui nous permettent de faire une alerte la plus précoce possible. Ça ne me sert à rien de me dire regardez, j'ai un gros problème, je préfère avoir oups, on risque d'avoir un problème bientôt. Là encore, avoir des traceurs précis et précoces, ça impose de comprendre les systèmes. Prendre un traceur parfait qui est facile à comprendre, ça n'a pas un intérêt démesuré. Ça va me permettre de savoir en combien de temps l'eau avance. Ce qui va m'intéresser, c'est un traceur qui soit représentatif de ma perturbation. Et ce n'est d'ailleurs pas forcément la perturbation elle-même que je vais tracer, mais quelque chose qui va me permettre de voir qu'il s'est passé quelque chose. Alors typiquement, si je regarde un stockage de CO2, regarder le CO2, ce n'est pas forcément pertinent, parce que du CO2, il y en a partout. Par contre, regarder l'impact du CO2 sur le pH local, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Sauf que dans certains cas, le pH va être tamponné par le milieu, et donc j'aurai aucun signal sur le pH. Et dans ce cas-là, le pH n'est pas un signal pertinent, il faut que je trouve autre chose.
des signaux qui peuvent être précis, à ce moment-là, ça va être des signaux isotopiques, en choisissant correctement l'isotope, et à condition d'avoir une ligne de base établie à l'avance. Là encore, l'échantillonnage, la question de l'échantillonnage va être cruciale parce que, évidemment, je peux proposer de tout mesurer à tout instant, mais ça ne va pas forcément remplir les critères économiques de mon stockage. Donc, il va falloir trouver un optimum pour assurer qu'on regarde au bon endroit et avec une fréquence suffisante pour ne pas louper un événement. Et puis, dans toutes ces questions essentiellement techniques de la géologie que je viens de survoler, il faut ajouter aussi un certain nombre de questions qui sont plus du domaine des sciences sociales. Donc, Michel a dit tout à l'heure que ce serait l'objet du colloque de l'année prochaine. Ça nous concerne aussi, parce que la perception sociale d'un site, en particulier d'un site de stockage, on s'est aperçu que c'était pouvait conditionner complètement la réussite du projet. Alors je vais donner deux exemples simplement. Total a fait un projet un projet pilote de stockage de CO2 à Lac Rousse. Ça s'est relativement bien passé, il y a eu des oppositions locales, il y a eu des discussions. Total a largement investi pour expliquer son projet et puis faire passer son message, et puis avec juste un petit peu de retard sur son projet, le projet a pu se faire. Vous prenez la même chose aux Pays-Bas. Shell fait un projet de stockage à Barendrecht, et là ça s'est très mal passé, et le projet a été, non seulement le projet a été arrêté, mais le gouvernement a pris un arrêté qui interdit le stockage de CO2 onshore. Donc quand ça va mal, ça peut aller très très mal pour un projet. Et puis au-delà de la question de la perception des projets, il y a aussi le statut des objets eux-mêmes qui peut conditionner aussi le projet. Et évidemment, quand je fais une décision d'investissement importante sur un projet, je veux être sûr que la loi sur le droit sur ce projet ne va pas changer dans 1 an ou dans 10 ans, ce qui remettrait en cause à la fois la légalité de mon projet ou son économie. Alors ces aspects-là, donc c'est pas le cœur de métier de nos laboratoires, mais on a pu les aborder à travers les travaux qui ont été menés par la chaire captage, transport et stockage du CO2. Vous avez ici les sponsors et puis les laboratoires participants à cette chaire. Et donc, pour nous au Centre de géosciences, c'était une occasion inespérée de rentrer dans ces problématiques-là. J'ajoute qu'on continue là-dessus, puisque les contacts qui ont été pris pendant cette chaire, on continue à les activer maintenant pour d'autres projets liés à la géologie. Alors, dans mon exposé, je vous avais dit, j'ai un stockage, c'est-à-dire que j'arrive, je fais un trou ou quelque chose, je fais mes petites affaires, et puis je ferme le site, et j'espère que tout se passe bien. Donc c'est le stockage, on va dire, ponctuel, et puis ensuite donc une perturbation ponctuelle qui avance dans le temps. Et donc j'arrive maintenant aux nouveaux usages. Alors, nouveau avec quelques guillemets, ici c'est de l'italique. Donc je vais commencer à parler de stockage de gaz cette fois-ci. Alors c'est des images qui viennent de Géostock, stockage de gaz en cavité minée, en cavité saline ou en aquifère. Donc c'est une technologie très nouvelle puisqu'elle date, les premiers stockages datent de 1915. Et c'est des choses qui sont très largement déployées aujourd'hui. Alors, pourquoi j'emploie le terme nouveau là-dessus? Donc ces stockages-là, on a l'habitude de les faire, et quelle est leur utilité? C'est d'amortir les fluctuations saisonnières de consommation de gaz. On consomme beaucoup plus de gaz en hiver quand il faut se chauffer qu'en été. La production, elle est plus ou moins continue, donc j'ai avantage à stocker le surplus de production en été pour faire face à mon pic de consommation en hiver. Donc ça, c'est typiquement l'objet de ces stockages en aquifère qui ont un temps de réponse relativement lent.
On peut aussi les utiliser pour augmenter un petit peu, faire face à des pics de consommation journaliers en pompant un petit peu plus fort sur ces stockages quand on en a besoin le matin ou autre. Alors, pourquoi je parle de nouveaux usages? Parce que alors je prends cet exemple ici de production d'électricité par éolienne. Vous avez ici l'évolution de la puissance du vent ou la puissance produite par les éoliennes. C'est des données qui viennent de l'Allemagne. Ici, la durée, c'est 30 jours. Donc vous voyez que la production est relativement fluctuante, avec un facteur plus que 10 entre la production minimale et la production en pic. Alors, elle est fluctuante. Première remarque. Deuxième remarque, elle n'est pas spécialement corrélée au pic de consommation. J'ai besoin d'électricité le matin quand tout le monde prend le train pour aller au boulot. Là, le vent, il souffle quand il veut. Donc, il va falloir que je sois capable de faire quelque chose avec ça. Vous voyez ici, sur ce graphique, vous avez la puissance qui a été mesurée, puis la puissance qui avait été prédite. On arrive bien à prédire, mais donc c'est un point intéressant, mais ça ne nous suffit pas pour adapter la production à la demande. Deuxième exemple, alors je suis toujours dans l'éolien ici, vous avez la courbe de production, donc c'est le bleu ici. On vient de voir que ça fluctuait beaucoup, ici c'est 7 jours maintenant, l'échelle de temps, et vous avez le prix de l'électricité en vert. Alors vous voyez que ce prix dépend très largement de la puissance, ou plus exactement de la dérivée de la puissance. À chaque fois que j'ai une augmentation du vent, les prix chutent, et inversement. Donc là, vous avez une relation qui est physique. Hein. Il y a du vent ou pas, et je peux en tirer profit ou pas. Et puis, il y a aussi des relations ici. Enfin, il y a une variabilité temporelle du prix du gaz. Alors, l'échelle de temps ici, c'est 1 jour. Et puis, l'échelle ici, les abscisses, on ne voit pas très bien, c'est des euros, et on doit passer de 3,52 à 3,68 euros, quelque chose comme ça. Donc avec une fluctuation sur la journée qui est pas très grande ce jour-là, le 27 octobre, n'empêche que si on compare ça avec les volumes de vente, les ventes elles sont concentrées à cet endroit-là, Donc là c'est une corrélation dans le sens où on commence à acheter, les prix commencent à monter, puis ensuite les achats se stabilisent, et on a un deuxième pic de volume de vente à cet endroit-là au moment où les prix redescendent. Donc, j'ai deux conclusions à ces petits exemples. Le premier, c'est que la production n'est pas forcément adaptée à la consommation. Le deuxième, c'est qu'il y a une fluctuation des prix que je pourrais éventuellement utiliser à mon avantage. Et pour ça, il faut que je sois capable de stocker l'énergie. Alors, stocker l'énergie, on sait déjà le faire, on le fait déjà. La manière la plus facile et la plus efficace, c'est de remonter de l'eau dans les barrages. La production d'électricité dans les barrages, c'est quelque chose qui est extrêmement réactif. Il suffit que j'ouvre ma vanne ou pas. Donc j'ai une réaction instantanée par rapport à d'autres moyens de production qui sont beaucoup plus lents à monter en puissance. Et puis elle est réversible. Au lieu de faire couler l'eau, je la fais remonter. Ça me stocke de l'énergie. En France, on a 4 gigawatts de capacité de stockage comme ça. Mais 4 gigawatts, ça ne suffit pas forcément. Et donc, d'autres technologies, ça va consister à stocker du gaz naturel, mais cette fois-ci, non pas pour faire face à l'amplitude saisonnière de la consommation, mais à des variations beaucoup plus locales, beaucoup plus haute fréquence pour réagir au prix du marché. Et puis, le stockage de l'électricité. Alors, le stockage d'électricité, on ne sait pas bien faire. Hein, les batteries, ça ne marche pas pour stocker des quantités massives d'électricité. Par contre, des technologies basées sur l'air comprimé ou bien la transformation regonfler la molécule de carbone. Hein. Je pars du CO2, je lui mets un peu d'énergie, alors sous forme d'hydrogène que j'ai produit normalement par hydrolyse
pour pas, ça n'aurait pas de sens de prendre de l'hydrogène qui vient du méthane pour refabriquer du méthane. Donc du CO2, une molécule qui est très basse teneur en énergie, plus de l'énergie sous forme d'hydrogène, et je refabrique du méthane. Et puis si je veux être complètement vertueux, je peux faire un cycle qui n'émet pas de CO2. Donc je fais cette technologie-là. Au moment où je brûle mon méthane, plutôt que de le brûler, de rejeter le CO2 dans l'atmosphère, je le brûle avec de l'oxygène, c'est de l'oxycombustion, je récupère le CO2, c'est facile à faire, et j'ai une boucle qui est fermée, en tout cas pour la molécule de carbone. Ces deux exemples-là vont être développés par Fawzi Adjassen un peu plus tard dans l'après-midi. Alors, ces types de stockage, jusqu'à présent, la question du stockage, c'était est-ce que mon stockage va être pérenne dans le temps? Est-ce que ma perturbation va avoir un impact sur le milieu? Est-ce que mes barrières de confinement vont tenir dans le temps? Ici, la contrainte est complètement différente. On va se retrouver avec une contrainte mécanique importante, parce qu'il va falloir que je stocke à toute vitesse ma production. Donc, haute vitesse, ça veut dire que je vais solliciter mon milieu avec des hautes pressions, avec des hautes températures, à cause de l'énergie de compression. Et surtout, je vais le solliciter de manière cyclique, ce qui a un impact, vous le sentez bien différent sur les milieux. Et puis bien sûr des aspects aussi résistance des matériaux qui sortent un petit peu du domaine des géosciences. Et puis pour terminer, Michel a déjà éventé ma pirouette de fin. Stocker c'est bien, mais si on pouvait éviter de stocker, donc réutiliser c'est encore mieux. Donc on se pose la question maintenant, est-ce qu'on est capable d'utiliser un certain nombre de déchets qu'on avait l'habitude d'éliminer dans des stockages? Est-ce qu'on ne pourrait pas les valoriser autrement? Alors vous avez ici un exemple où on va récupérer des déchets, donc des cendres d'incinération d'ordures ménagères, des mâches fer d'incinération d'ordures ménagères, qu'on va pouvoir réutiliser, alors plutôt que de les stocker, de les mettre par exemple dans des remblais sous les routes. Alors, les questions ici sont sensiblement les mêmes que dans le cas du stockage. La question ici, ça va être quelle va être la durabilité de ce machin-là. Est-ce que les sollicitations par l'environnement, en particulier par l'eau, vont être capables de mobiliser les éléments que j'avais envie d'inerter et de les remobiliser vers la géosphère. Donc les enjeux sont les mêmes, et puis les méthodes d'analyse sont également les mêmes. Donc il va s'agir de faire de la caractérisation, de faire des expériences pour essayer de quantifier ces interactions, et puis de la simulation par derrière pour faire notre changement d'échelle en temps. Et c'est la fin de mon exposé. Merci. Voilà, alors après cette mise en jambe, y a-t-il quelques commentaires ou questions avant qu'on passe à des choses plus techniques? Oui, tout là-haut. Vous attendez le micro et vous vous présentez. Voilà. Bonjour Dominique Bournonville, je voulais simplement m'interroger, peut-être avez-vous une réponse toute simple ou peut-être c'est une question très en suspens. Dans le cas d'un stockage sur une zone géographique de 2 km de rayon, si par hasard des personnes malveillantes souhaitaient, bien que 2 km de profondeur, ça soit quand même, c'est difficile d'accès, est-ce que là il n'y a pas un coût à la surveillance de la zone de stockage qui rendrait peut-être d'emblée le modèle inopérant, en fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, puisque quand on arrive à avoir 2 tours en plein cœur d'une nation prospère à New York abattue, on est obligé de raisonner sans doute sur ce type de modèle, et effectivement, surveiller une zone géographique aussi vaste peut paraître d'emblée rédhibitoire. Alors, donc le risque terroriste, hein, pour résumer. Alors sur les stockages à 2 km de profondeur, je dirais qu'il est inexistant,
parce que, vu les efforts qu'il faut développer pour aller à cet endroit-là, je pense que Al-Qaïda dépenserait mieux son argent et son énergie pour choisir sur d'autres cibles. Cela dit, il n'est pas complètement évacué. Plus que le risque terroriste, je pense que le risque d'intrusion non intentionnelle est plus important. Et c'est des choses qui sont largement réfléchies dans ces projets. On est en train de parler d'un stockage sur des échelles de plusieurs milliers d'années. Il est certain que d'ici 100 ans, 200, 500 ans, j'aurais oublié que ce stockage est à cet endroit-là. Et il ne faudrait pas que quelqu'un ait la mauvaise idée de creuser un puits à cet endroit-là pour aller chercher, je ne sais pas quoi, de l'eau ou n'importe quoi d'autre. Donc là, cette question est très forte. On y réfléchit. Les sciences cognitives sont sollicitées, par exemple, sur le thème, est-ce qu'on est capable de faire une machine temporelle? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose qui maintienne cette mémoire sur le très très long terme? Bon, une autre réponse est de dire, mettons nos objets à des endroits qui sont strictement inintéressants pour tout le monde, ce qui limitera quand même le risque d'intrusion. Catherine Truffert, BRGM, je suis directrice de la recherche, donc merci Vincent pour cet exposé. J'ai une question, est-ce que vous avez des compétences en matière d'économie? C'est-à-dire, donc, on voit très bien qu'à l'heure actuelle, moi je suis tout à fait sur cette ligne de stockage souterrain, en tout cas stockage massif d'énergie, il n'y a que le souterrain effectivement qui peut nous permettre de faire ce type de stockage, on est bien d'accord. Donc une fois qu'on a enlevé les steppes et qu'on ne pourra pas effectivement développer plus en avant parce que pour des raisons d'environnement, pour l'essentiel d'ailleurs, les Natura 2000 maintenant nous interdisent, en tout cas ces zones-là, les zones de parc, ne nous permettent pas d'ouvrir des steppes supplémentaires, donc des stockages en fait d'énergie potentielle sous forme d'eau et de colonnes. Mais en ce qui concerne les stockages souterrains, on est en train de se heurter, donc sous forme d'hydrogène ou d'air comprimé, même si l'hydrogène n'est pas là d'un point de vue technologie aujourd'hui, mais l'air comprimé, on sait que oui. On se heurte à une problématique économique, c'est-à-dire que là il y a pas mal d'études qui fleurissent. Parce que je dis qu'elles fleurissent, il y en a énormément. Bon, mais grosso modo, elles disent à peu près la même chose, c'est-à-dire que d'un point de vue économique aujourd'hui, même si on a une forte pénétration de tout ce qui est renouvelable dans notre mix énergétique en France, du fait qu'on a un réseau, on sait, qui a été construit surtout pour une centralisation et non pas une décentralisation au niveau énergétique, on a des difficultés dans le modèle économique. Est-ce que vous avez regardé ce point-là? Est-ce que vous avez des compétences à l'École des Mines sur ces aspects-là? Alors moi personnellement non, c'est clair. Il y a des compétences économiques à l'École des Mines. Je ne sais pas, Damien, peut-être que tu peux répondre à cette question-là, puisque tu les connais. Oui, ou Margaret Armstrong, tu es arrivé 10 minutes trop tôt. Au choix. Voilà. Okay. Bon, étant donné que je viens de revenir et que je n'ai pas suivi l'exposé, donc je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'exposé avant. Des compétences économiques, ça dépend à quel niveau tu mets cette compétence économique. Donc une réponse en deux temps. Si la question est de savoir est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à l'évaluation du coût de ce type de solution, la réponse est, à mon sens, oui, on est capable de le faire. Vous aurez plus tard une présentation sur des questions de stockage. Alors je sais plus, c'est air comprimé ou c'est pas air comprimé, stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. Il y a eu un projet assez important sur lequel le Centre de géosciences a été impliqué et qui est allé jusqu'à l'évaluation du coût de ce type de solution. Donc je ne sais pas si c'est ça que tu voulais aborder comme question ou si tu voulais aborder la question de l'économie plus générale, de la solution de stockage et de tout ce qui va avec la solution de stockage par rapport à la réutilisation de l'énergie derrière. Donc en anticipation peut-être sur la réponse, là où nous avons des compétences, c'est pour aller jusqu'au bout de l'évaluation d'une solution technico-économique, y compris l'évaluation des aspects investissement et coût de fonctionnement de ce type de structure. Nous n'avons pas particulièrement développé aujourd'hui notre activité dans les aspects systémiques sur l'ensemble du réseau énergétique et du stockage et de la réutilisation de l'énergie stockée et de la valorisation des capacités. Alors, il y a toujours une limite dans ce type de réponse parce que je raisonne là essentiellement sur le périmètre du Centre de géosciences au niveau du CERNA.
Il y a quand même des réflexions sur l'économie de l'énergie. Je ne suis par contre pas complètement à jour sur le sujet. Je ne sais pas si sur ce point particulier, il y a des réponses. Mais par contre, il y a Margaret Armstrong juste derrière toi, qui peut peut-être donner un élément de réponse supplémentaire. En effet, Margaret Armstrong, CERNA, j'avais passé les premiers 25 ans à l'école des mines dans le centre de géostatistique. Et après ça, nous sommes partis, moi et Alain Galli, dans le CERNA pour faire des questions plus de modélisation financière. Et on combine ça en regardant typiquement les questions d'options réelles, donc appliquées à des problèmes de mines, de pétrole, de centrales d'énergie, et je suis ici pour écouter la présentation suivante parce qu'on a un contrat avec Andra. Okay. Ok. Voilà. Ok, on va peut-être clore. Où tu veux, Eddy, tu veux poser quelque chose? Non? Un domaine très important pour nous. C'est juste pour dire qu'on a tous compris de l'importance que peut jouer le sous-sol dans la transition énergétique, parce que si on veut tabler sur les énergies intermittentes, qui sont donc très cycliques, et que si on n'a pas une solution de stockage en masse de l'énergie, eh bien on aura toujours besoin d'énergie concentrée. En France, donc on aura toujours la France qui importe 98% de son énergie fossile, donc on aura toujours besoin du nucléaire. Tant qu'on n'a pas cette solution de stockage en masse, on aura toujours donc besoin d'énergie concentrée. Donc on voit bien un petit peu, je vais insister sur le rôle que pourrait jouer le sous-sol dans la transition énergétique.